Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à ce midi de la recherche intitulé Développement et implantation responsable de l'intelligence artificielle, le rôle de la recherche en gestion. Mon nom est Caroline Aubé, je suis la directrice de la recherche et du transfert à HEC Montréal et j'aurai le plaisir d'animer nos échanges ce midi. Donc, avant de débuter, j'aimerais rappeler que nos midis de la recherche sont enregistrés et avec l'accord de nos panélistes, bien sûr, et sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Tel que mentionné dans l'invitation, le midi de la recherche d'aujourd'hui vise notamment à discuter du rôle de la recherche en gestion pour un développement et une implantation responsable des outils d'intelligence artificielle. Qu'on le veuille ou non, et quoi qu'on en pense, l'intelligence artificielle fait maintenant partie de nos vies. Et ce n'est pas parce qu'on parle d'intelligence artificielle que les aspects humains ne sont pas au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion de discuter avec trois professeurs reconnus pour leur expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle, les aspects humains et les aspects éthiques. Donc, tout d'abord, Pierre Majoric-Léger, professeur titulaire au département des technologies de l'information, titulaire de la chaire de recherche en expérience utilisateur et co-directeur du Tech3 Lab de HEC Montréal. Le Tech3 Lab est le plus important laboratoire en expérience utilisateur en Amérique du Nord. C'est aussi un partenaire académique d'IVADO, l'Institut en valorisation des données, que nous avons cofondé il y a déjà plusieurs années avec l'Université de Montréal et Polytechnique Montréal. Bonjour, Pierre Majoric. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi avec nous le privilège d'avoir la professeure Gulnoush Farnadi du département de sciences de la décision. Gulnoush est titulaire d'une chaire en intelligence artificielle Canada-CIFAR et elle est également membre associée au MILA, donc l'Institut en intelligence artificielle. Bonjour, Gulnoush. Hi, everyone. Thank you for the invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai offert à Gulnoush de pouvoir s'exprimer en anglais, là, considérant toutes les subtilités là, de la recherche aussi qu'elle réalise. Donc, sois très à l'aise de t'exprimer en anglais, Gulnoush, aux questions qui te seront posées. Et nous avons aussi avec nous le professeur Xavier Parent-Rochelot du département de gestion des ressources humaines. Xavier est membre notamment de l'OBVIA, qui est l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Bonjour Xavier et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, durant la prochaine heure, Pierre Majoric, Gulnoush et Xavier vont nous parler de leur recherche dans le domaine de l'IA responsable des aspects humains. Et comme d'habitude, après l'animation du panel, on va réserver 15 à 10 minutes pour des échanges avec nos panélistes. Donc, vous aurez l'occasion à ce moment-là, soit de lever votre main virtuelle ou d'inscrire vos questions dans la fenêtre de clavardage. Et ce sera notre collègue Sandra Étienne de la direction de la recherche qui pourra animer cette partie de la discussion. Donc, sans plus tarder, allons-y avec la première question. Donc, une question brise-glace pour en connaître un peu plus sur vos recherches. Donc, chacun de vous abordez dans vos études les enjeux humains, les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle sous des angles différents. Pour mettre la table, pourriez-vous nous présenter brièvement votre programme de recherche? Et vous pouvez mettre l'accent, si vous le souhaitez, sur une ou deux études récentes que vous avez réalisées. Je vais alterner le tour de parole à chaque question. Donc, pour cette première question, je propose de commencer par Xavier, suivi de Gulnoush et de Pierre Majoric. Donc, Xavier, à toi la parole. Très bien. D'abord, bravo Caroline pour le momentum de ce midi de la recherche sur l'IA responsable. C'est toujours d'actualité, mais plus que jamais en ce moment. Moi, je m'intéresse à l'IA et le travail, c'est-à-dire les répercussions de l'IA sur le monde du travail, sur les conditions de travail, sur l'organisation du travail, sur l'expérience employée, puis aussi sur la gestion des ressources humaines en tant que discipline, la transformation des pratiques, mais aussi la transformation du rôle RH dans cette transition numérique. Tout ça dans l'objectif général, s'il faut les résumer en un seul, je dirais d'identifier les moyens pour faire en sorte que le déploiement de l'IA se traduise par un travail décent, un travail de qualité, puis un travail qui soit stimulant pour tous. Puis je dis bien pour tous parce que c'est peut-être là où le bas blesse.
on entend beaucoup la rhétorique de l'IA émancipatoire sur le travail, selon laquelle l'IA va libérer l'humain des tâches aliénantes, des tâches répétitives pour lui permettre de se consacrer à des tâches à plus grande valeur ajoutée. Bon, ça, on l'entend beaucoup. Et c'est vrai pour beaucoup de monde, mais c'est pas vrai pour tous. Donc, il y a certains corps de métier, certaines parties de la population, certains secteurs d'activité où l'IA serait peut-être associée à une dégradation de la qualité du travail. Et bon, cette dégradation-là, elle peut prendre différentes formes, il y a différents risques. Il y a des questions liées à la quantité du travail. Tu sais, est-ce que l'IA va automatiser, va conduire un chômage technologique généralisé? C'est une question qui est refait surface, hein, qui avait été un petit peu mise de côté parce qu'on était arrivé à un consensus selon lequel, finalement, l'IA a plus de chances d'augmenter plutôt que d'automatiser. Mais là, cette question-là de la quantité d'emploi refait surface avec les IA génératives, là, pour ne pas le nommer, ChatGPT. Puis il y a des études la semaine passée qui démontrent que finalement, il y a peut-être 50% des emplois qui pourraient être automatisés par ChatGPT. Donc, c'est une question qui refait surface. Cela dit, moi, je m'intéresse beaucoup plus aux impacts sur le contenu du travail, la façon dont les gens travaillent. Il y a différents niveaux de risque qui peuvent faire en sorte que le travail soit dégradé. On peut se retrouver avec une organisation du travail qui est moins favorable à un travail de qualité suite à l'IA. On peut se retrouver dans une situation où l'IA prend des décisions à notre place au lieu de soutenir nos décisions. Donc là, on est en perte d'autonomie, perte d'expertise. Moi, je m'intéresse particulièrement à la situation où l'IA est utilisée comme un outil de contrôle du travail. C'est là où mes travaux de recherche se situent principalement, quand on utilise l'intelligence artificielle pour s'immiscer dans la gestion du personnel, si on veut, que ce soit pour l'embauche, pour le congédiement, on l'a vu, toutes sortes d'autres décisions là, de gestion du personnel. Ça inclut aussi des enjeux de surveillance électronique avec l'IA qui prend une nouvelle ampleur. Donc, j'ai plusieurs travaux de recherche, notamment dans l'industrie des plateformes, où les travailleurs de plateforme, c'est une nouvelle forme de travail qui a été largement facilitée par l'IA. Et ce n'est pas une forme de travail qui correspond à la thèse de l'IA émancipatoire, hein. C'est un travail de qualité questionnable, disons ça comme ça. Puis, on a des travaux de recherche sur la gestion algorithmique du personnel dans le camionnage. On commence quelque chose dans l'industrie minière parce que c'est en forte progression dans cette industrie-là. Projet de recherche aussi avec les centrales syndicales, très intéressant sur la surveillance électronique. Les syndicats se préoccupent beaucoup de ces questions-là, donc ils se sont tournés vers nous. Donc voilà, ça nous tient pas mal occupés. Puis, en matière de gestion des ressources humaines, il y a toutes sortes d'enjeux, de biais, de professionnalisation de la GRH, de rôle de la GRH, donc d'occupation à ce niveau-là. Très intéressant. Tes sujets de recherche, Xavier, ne pourraient pas être plus d'actualité qu'actuellement. Donc, on a eu plusieurs ce matin à avoir lu les journaux, puis un journaliste évoquait finalement le fantasme que représentait longtemps l'intelligence artificielle là, concernant l'organisation du travail, puis l'idéalisation qu'on en a fait, où on arriverait dans un monde de dauphins où ça s'ennuyait constamment, puis où on pourrait se concentrer sur les tâches plus intéressantes. Donc, on a un regard un peu plus critique maintenant sur ces réalités-là. Donc, merci Xavier pour cette intéressante introduction. Gulna, je vais poursuivre avec toi. So first of all, thank you so much for having me here, and I apologize that I cannot really talk in French, so please accept my apology that I'm answering in English. So to answer the question, like what kind of research I'm doing, machine learning and AI is kind of the topic that I did my PhD about. But I realized that this is now kind of like everywhere that we are finding this kind of technology. And then the question that I started thinking about it back in 2017 was like whether these systems are trustworthy. Can we actually kind of rely on them for decision making that are affecting people's life? And I started to focus specifically on the algorithmic bias and fairness. And if you're not familiar with this terminology, it's just like we are trying to measuring if there is an impact of that model on the group of individuals, discriminating group of individuals, or a specific individual for a service, for instance, right?
And there are different reasons that I am interested in this aspect. It's just like we can minimize the harm on the specific people, right? And that could be different categories of harms, but also because we do have the legal documents and kind of like we have law against discrimination. So we do have certain domains that we have to protect them from the discrimination. What I'm doing is just kind of focusing on the machine learning pipeline. So the reason that we have this kind of discrimination could be from the data that we are collecting. For example, data is unbalanced. We have historical discrimination. So kind of like going to back history, like for the loan approval, there was a time in the history that women even cannot even apply for the loan, right? So if you're collecting the data, like we don't have data points for them. And we do have a historical discrimination towards a certain group of people, right? So if you're using that data in the model's going to learn from it and maybe even amplify them. So kind of how we can address this kind of biases in the data, but also I'm focusing on how we can design different machine learning models, because the design of the models also kind of like amplify this kind of biases. So can we actually change the way that we are looking at the models? Because sometimes we cannot really fix the data, right? So maybe we can actually fix these issues in terms of the algorithm. So what I'm focusing on is just like applications of it, right? So there are different applications of machine learning and kind of is defining what is a bias in that applications. This could be like bank and kind of loan approval, but could be healthcare, right? It's like how we can actually design better models in terms of a theory, but also kind of application is kind of like the research I'm doing. But from last year, I also started thinking about like, it's not just about fairness. If we want to define kind of trustworthy models, we have to also consider other aspects. So like I'm working at the intersection of fairness and privacy, because we also do have the legal aspect on it for data protection laws, right? And also explainability, like when we are getting the decision of the models, often if there is a deep learning models, for example, that is a very popular model, it's a black box model. So we cannot really understand like how we are getting from the input to the outcome, and kind of explaining the bias and discrimination is going to be a very, very hard task. And also kind of robustness, like, or kind of like security attacks that are happening to the model. So kind of having this kind of holistic approach to machine learning that are addressing all these issues, not at a kind of like one problem at a time, but fixing all at the same time, because when we are deploying it, we have to make sure that like all these problems have been handled before kind of like using them in the real life. I hope this answers your question. Absolument. C'est fascinant, Gülnur. C'est fascinant. Les algorithmes, ce n'est pas neutre. Hein? Donc, c'est notamment ça que tu nous expliques. Puis, si on veut adresser les aspects éthiques de l'intelligence artificielle, c'est pas juste au niveau de l'implantation, c'est dès le développement des outils d'intelligence artificielle qu'il faut l'avoir à l'œil. Puis, ta référence à l'importance de la recherche aussi et l'intersectionnalité, parce qu'il y a des aspects légaux, notamment, qui encadrent nos pratiques, puis l'intégration des outils dans les différents milieux. Donc, très, très intéressant. Merci beaucoup, Gülnur. Pierre Majoric. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Puis effectivement, quel sujet, quel timing pour organiser une présentation sur ce sujet. On est tellement dans l'actualité. Je ne sais pas si je pourrais demander à Sandra d'afficher la slide en même temps, mais moi, j'ai le privilège avec mon collaborateur Sylvain Sénécal d'être l'investigateur principal d'un grand programme de recherche qui est financé par Ivado. Ivado, l'année dernière, a choisi 5 programmes de recherche stratégiques et l'un d'entre eux porte sur l'IA centré humain. Essentiellement, l'idée, c'était de fédérer sur le campus Montréal, HEC, Polytechnique, l'Université de Montréal, des chercheurs qui s'intéressent à différents aspects de l'IA centré humain et les amener à co-développer ensemble un grand programme de recherche pour nous amener à investiguer différents axes de recherche, mais surtout de créer une synergie dans nos activités de recherche sur l'IA, sur l'adoption, sur l'acceptation de l'IA, sur le développement de la confiance envers l'IA. Et le nom du programme se nomme l'IA centré humain, du développement des algorithmes responsables à l'adoption. L'idée, c'est de regarder, avec notre programme de recherche, l'ensemble des étapes et d'en venir à empiriquement comprendre le problème, mais aussi l'intérêt du programme, c'est d'être capable de se tourner par la suite, puis d'informer le développement des algorithmes et de faire en sorte que dès le moment de la
conception, on ait l'humain en tête. C'est un programme qui regroupe, entre autres, nos collaborateurs ici, là, Xavier et Goldnouch, mais 27 professeurs au total de 5 institutions. Et le programme, 38 étudiants, doctorat, maîtrise, là, participent au programme. Donc, il y a beaucoup de thèses de doctorat et beaucoup de maîtrises en cours là, qui ont été intégrées au programme. Vous voyez les visages là, qui sont ici à l'écran. Et à la prochaine slide, je vais vous donner des exemples de programmation de recherche. Évidemment, ici aujourd'hui, il est difficile de couvrir l'ensemble des projets, mais l'idée, c'est d'abord s'informer par un grand nombre de revues de littérature qui ont été amorcées l'an dernier, qui ont permis de co-développer le programme. Donc, un des objectifs de ce programme-là, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'on connaît déjà, mais aussi d'amorcer dans la colonne de droite une série de projets de recherche très porteur, axé sur l'intégration entre des expertises de différents professeurs, départements sur Campus Montréal, pour amener à réfléchir à des thématiques de pointe qui viennent mobiliser l'avantage stratégique que nous, on a ici à HEC Montréal, qui est l'installation du Tech 3 Lab. Essentiellement, le Tech 3 Lab, ici, le rôle qu'il a à jouer, c'est, si j'avais à résumer là, de manière un peu vulgariser un peu le travail qu'on peut faire dans ce domaine-là, c'est vraiment de comprendre de quoi a l'air votre cerveau lorsque vous êtes sur l'IA. Lorsqu'on utilise la technologie maintenant, ça fait partie de notre quotidien, on en vient à développer des automatismes, ça devient presque inconscient, notre utilisation des technologies. Et une des manières de mobiliser puis d'aller étudier le phénomène, c'est d'utiliser des outils neuroscientifiques qui permettent de mesurer, lors de l'utilisation d'une technologie, qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est quoi l'état cognitif, affectif de l'utilisateur. Une partie du programme de recherche vise à non seulement observer le problème, mais à identifier des solutions, d'être capable de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le développement de la technologie, dans la manière dont l'artefact est présenté à l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour créer des situations par lesquelles on conserve cette équipe entre l'IA et l'utilisateur, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple d'un des projets pour rendre ça plus concret, là. On s'intéresse dans l'IA au travail à différents types de travail. Et un peu, c'est proche de ce que Xavier évoquait tout à l'heure, mais autant on s'intéresse à ce qu'on appelle des fois là, des cols bleus, des cols blancs, s'intéresser à des professions. On s'intéresse entre autres à l'impact de l'IA chez les gestionnaires en ressources humaines, parce que l'IA est devenu très important pour eux, par exemple dans la sélection des candidats. On s'intéresse à des travailleurs qui travaillent dans des usines hautement automatisées et qui vivent l'automatisation. Et un des grands défis de ça, puis surtout nous, comme université où on forme des futurs professionnels, une des questions, par exemple, qui nous a beaucoup motivés dans l'établissement du programme de recherche, c'est de dire comment on amène des gens à développer la compétence de gérer des exceptions si, lorsqu'on les embauche, on les met dans des tâches hautement automatisées. Ça veut dire quoi un comptable qui, lorsqu'il va faire son stage en audit, se retrouve dans une tâche qui finalement, auparavant, on apprenait à faire de l'audit en l'effectuant, mais si c'est l'IA qui le fait à votre place, est-ce que ça veut dire un travailleur d'usine qui commence dans un environnement hautement automatisé, mais qu'on s'attend de lui d'être dans la boucle de l'IA et d'être la soupape de sécurité? Un des phénomènes qu'on étudie, c'est la préparation cognitive, d'être prêt au moment où l'humain a besoin d'intervenir. Et là, ça a un des programmes qu'on étudie, c'est dans le domaine des véhicules autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire d'être prêt sur une chaîne de montage à intervenir? On a un projet avec l'usine école d'Airbus. Donc, ces éléments-là mis ensemble, c'est vraiment l'angle peut-être unique que notre programme de recherche apporte, c'est de dire, on observe le problème, on est orienté solution. Une collaboration entre une école de gestion et une école de génie, ça mène à dire, what should we do about it? Et une bonne partie du programme, c'est d'amener à des solutions concrètes pour s'assurer de garder l'humain au centre de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Merci, Pierre Majoret, et bravo pour ton leadership, le leadership de Sylvain aussi, Sénécal, dans ce grand projet rassembleur interdisciplinaire. Donc, aujourd'hui, pour comprendre les enjeux entourant l'intelligence artificielle, il faut mettre en place des équipes interdisciplinaires. Ce n'est pas une tâche facile. Donc, mais c'est une tâche nécessaire. Donc, merci beaucoup pour ton leadership, Pierre Majoret. Merci, Caroline.
Ma question numéro 2 maintenant. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux aspects humains et éthiques de l'intelligence artificielle? Pourquoi vous y consacrez aujourd'hui votre carrière, ou du moins un pan important de votre carrière, et pourquoi continuer dans cette voie? Donc, pour cette question, je commencerai par Golnoush, suivi de Pierre Majoré et de Xavier. Golnoush. It's an interesting question for me because I did my PhD on user modeling in social media. And the goal of my PhD was predicting that kind of user profiling, in a sense, of kind of user activities, digital kind of activities of users. And I was predicting personality traits based on these user activities. So what happened to me is just I was so excited, like social media was kind of a new hype. And then I was so excited I'm actually working on it. Then I realized that kind of companies started contacting me for using my tool, the personality prediction, because personality is something that people are using for hiring, in a sense. That people are kind of contacting me, like, can we actually use your tool for kind of like filtering out people's candidates for the job? And then I realized, oh my God, so I'm actually creating this tool. And then I started realizing that it's not just me kind of creating this kind of user profiling you kind of as a research, kind of whether it's possible or not. That was a feasibility study. I wasn't really thinking about like people are actually using it. But there are so many use cases at a time, like kind of I did my PhD 2014, 2015, 16. Kind of this machine learning becomes kind of like the packages that people can actually use it very quickly. And then the data, machine learning, then the functions. So people are started using it for example, based on a face, understanding whether someone is smart or not. And then based on a face, they understanding whether the person is a criminal or not. So then I realized that there is a kind of a consequence of like how machine learning can be used. And then I changed my topic. So in 2017, I started focusing on the side effects, right? Like how we can actually measuring the effects of like the risk, the harms of like a machine learning models and how we are building it. We should have a better understanding of these machine learning models. And then I started kind of focusing on fairness in specifically kind of like because the harm can be on a specific group of individuals, right? And often it's a minority groups that they are still kind of like a disadvantaged group in the society. And that's actually kind of like motivated me to work on this, and I get more exposed of like the problems. And then AI is still kind of the hype, right? So we are still seeing the news about like the new advances, and there's a demand for it, obviously, right? And that's why we are creating this AI system. I'm an AI person, I'm an ML person, so I'm also kind of like encouraging to go for the ML solutions in order to address kind of like social issues. So I have applications, I'm not just the enemy of the ML people, right? I just kind of like emphasize it. But I believe that we can do better. And if we are not careful about it, the way that we are designing and using data at the moment is very harmful. So that's why I'm still continuing doing the same research I'm doing now. Merci beaucoup, Golnoush. C'est extrêmement intéressant. Tu as vu juste, tu as pris une décision possiblement audacieuse dans le cursus de tes études. Aujourd'hui, tu es une pionnière dans l'étude des biais dans les algorithmes. Donc, bravo pour ce cheminement et la perspicacité dont tu as fait preuve. Merci, Golnoush. Je poursuivrai maintenant avec Pierre Majoré. Merci de la question. Ça m'a amené moi-même à me poser la question. Pourquoi je suis rendu là-dedans? Vous savez, moi, mon doctorat date de plus longtemps. J'ai fait mon doctorat en Polytechnique en génie industriel dans un domaine qui se nomme l'interaction entre les humains et les machines. Et ce domaine-là, le facteur humain en ingénierie, date de bien longtemps, on retrouve là, le début de cette discipline-là vers la Deuxième Guerre mondiale, s'intéresser comment les pilotes utilisaient les avions. Et une partie de moi aimerait vous dire que ce soit de l'intelligence artificielle ou toute autre technologie, le facteur humain en génie, de concevoir des technologies que les humains vont vouloir utiliser et réutiliser, ça reste présent et c'est une partie de notre méthodologie, notre littérature là, continue de s'appliquer au phénomène de l'IA. Une partie de l'IA aussi en gestion, puis je pense à mon collègue Sylvain Sénécal, une partie de la terminologie a évolué. On appelait dans les années 2000, on parlait d'agents de recommandation, c'est une certaine forme d'IA. Donc, une partie d'entre nous travaillait sur des phénomènes apparentés.
Ici, peut-être, ce qui rend unique, puis ce qui rend extrêmement attrayant d'un point de vue scientifique, le phénomène, c'est l'idée de la perte de compétences et de vigilance des utilisateurs. Hein. Lorsqu'on se met à utiliser de l'IA, puis on se met un peu sur le pilote automatique, on a étudié cet été comme j'évoquais tout à l'heure, des professionnels en ressources humaines à qui c'est une de mes étudiantes de doctorat là, qui a fait le projet, Marion, en collaboration avec Xavier. Lorsqu'on leur fournit un peu trop d'intelligence artificielle, rapidement, l'utilisateur devient un spectateur passif. Même chose en véhicule autonome. Lorsque on s'intéresse à la reprise de contrôle du véhicule, l'utilisateur en mode complètement automatisé est passif au point qu'il y a toutes sortes de phénomènes qui émergent, comme on parle en anglais de mind wandering, partir dans la lune, puis d'être prêt pour reprendre le contrôle ou d'être capable d'intervenir dans un processus, si on parle d'un travailleur d'usine qui a besoin d'intervenir pour gérer une exception. Donc, ce phénomène-là, l'état cognitif d'une personne qui est inattentive, pas assez vigilante, et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a des éléments qui proviennent justement du domaine de l'IHM, utilisés en aéronautique, par exemple. Hein, l'idée des pilotes d'avions qui volent puis qui sont sur le pilote automatique. Les contre-mesures développées dans ces domaines-là peuvent nous informer sur comment concevoir des technologies d'intelligence artificielle où on conserve l'humain au centre de la prise de décision, s'assurer de la conscience de la situation, hein, qui est un élément important, qui aussi vient du domaine de l'aéronautique, mais de dire comment on peut s'assurer que le travailleur d'usine, que le responsable des ressources humaines reste dans le moment pour conserver cette relation-là de travail collaboratif avec l'IA. C'est pas simple, mais il y a des solutions technologiques dans la conception de l'artefact qu'on peut intégrer de telle sorte qu'on peut créer ces contre-mesures-là puis ramener l'attention de l'utilisateur. Donc, c'est ça qui nous fascine avec, dans le fond, des nouvelles facettes que l'IA apporte en termes d'utilisation, mais qui s'inscrivent là, dans une littérature, dans des méthodologies déjà existantes là, dans lesquelles j'ai été formé. Très intéressant, donc d'exploiter tes connaissances en TI, bien sûr, aussi au niveau cognitif, hein, les concepts cognitifs, les appliquer à cette réalité, l'intelligence artificielle dans différents milieux. Merci beaucoup, Pierre Majorec. Merci. Xavier? Oui, merci pour la question. Effectivement, moi aussi, un peu comme Pierre Majorec, ça m'a amené à réfléchir. Puis, j'étais pas, moi, prédestiné du tout à étudier ça, je pense, les questions d'intelligence artificielle. J'irais même jusqu'à dire que je me vois presque comme un low-tech dans la vie. J'aime avoir un minimum de technologie autour de moi. Mais écoute, moi, je viens de la psychologie. Hein, ma formation de base est en psycho. Puis l'intérêt pour ça est venu du terrain, est venu d'un projet de recherche, en fait, où on étudiait le stress au travail, les enjeux de santé psychologique. Et puis, en faisant des entrevues avec des gestionnaires puis des professionnels dans un milieu qui était en pleine transition numérique, qui ne se passait pas trop bien, est apparu dans les entrevues plein d'enjeux qu'on n'avait pas vu venir, de stress qui étaient dus à cette transformation numérique-là. Puis d'une réorganisation du travail qui ne se traduisait pas par une amélioration des conditions de travail, au contraire, puis des gens qui avaient peur de perdre leur poste ou des gens qui... Il n'y avait pas de plan de requalification qui était fait. Donc, c'est là où je me suis mis, en fait, à lire là-dessus, puis à m'intéresser à cette question-là. Puis à l'époque, on était dans une vague de livres et de publications sur l'automatisation à grande échelle. Je me souviens d'un livre en particulier qui s'appelait The Rise of the Robots in the Workplace de Martin Ford, je pense, un petit peu avant 2015, 2012-2013. C'était alarmiste comme vision, mais à l'époque, on en était là. Puis c'est ces publications-là qui m'ont vraiment conduit sur cette voie-là. Ce qui me motive à continuer, je dirais qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a le sentiment d'utilité. Dans ce domaine-là, j'ai l'impression que les résultats, les conclusions de nos recherches rapidement sont mises à profit par les milieux de travail, par les acteurs. Il y a une sensibilisation de plus en plus grande des organisations qui veulent bien faire les choses, d'implanter l'IA de manière responsable pour le travail, entre autres. Puis on vient souvent nous voir pour avoir des outils
Puis, tu sais, quelle politique je mets en place, qu'est-ce que j'écris dans mes politiques, comment j'arrime ça aux cadres légaux, etc. On n'a pas toujours les réponses à leur donner, malheureusement. Mais ça donne beaucoup de sens là, à ce que je fais. Puis l'autre chose qui me motive à continuer, c'est l'interdisciplinarité, comme Golnouch et Pierre Majoric ont mentionné tantôt. C'est un domaine qui, par défaut, amène à l'interdisciplinarité. Puis j'écoutais, il y avait Kate Crawford à Montréal la semaine dernière pour le lancement du livre de Golnouch. Justement, félicitations Golnouch. Puis elle disait que la solution pour l'IA responsable, ça viendra ni des sciences des données, ni des sciences sociales à elles seules, mais à la rencontre des deux. Puis je pense que c'est là où on se situe dans nos projets de recherche. Moi, de façon régulière, là, je travaille avec des gens, oui, en psycho, puis en management naturellement, mais aussi en technologie de l'information, bien sûr, en sciences des données, mais aussi en philo, parfois en éducation, en sociologie, beaucoup. Donc, il y a un carrefour des expertises, si je peux dire, qui est très riche, très intéressant. Puis c'est motivant de continuer à aller là-dedans, même si le train va vite, parfois est difficile à suivre, mais c'est très stimulant. Merci beaucoup, Xavier. C'est intéressant parce que dans vos trois réponses, vous ne le formulez pas exactement de la même façon, mais la question de sens et d'utilité, de pertinence est clairement ressortie. Puis, tu as raison aussi de mettre de l'avant l'interdisciplinarité. Là, on se retrouve autour d'un même panel aujourd'hui. Vous avez des trajectoires de vie, puis d'études qui sont très différents. Maintenant, on regarde un même objet aujourd'hui. Puis tant mieux parce que c'est une question complexe qui requiert ces multiples regards aussi provenant de différentes disciplines. Ça nous amène très bien vers ma troisième question. Je pense que la troisième question, c'est sans doute la plus importante de mon point de vue et possiblement du vôtre, de ce que j'ai entendu de vos précédentes réponses. Donc, elle concerne l'impact de vos recherches, l'impact que vous avez eu, l'impact que vous aimeriez avoir. Donc, de quoi seriez-vous le plus fier dans un futur proche ou un peu plus lointain concernant l'impact de vos recherches. Donc, dans le contexte de cette troisième question, je commencerai par Pierre Majoric, suivi de Xavier et de Golnouch. Ah, excuse, j'ai été surpris par le... Merci. Ben écoutez, je crois que, évidemment, là, on est en cours de route avec notre programme de recherche financé par Ivado, le programme de recherche stratégique. Il y a beaucoup de choses sur le feu. Faut pas que ça prenne au fond. Mais c'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est qu'une partie de cette science-là, évidemment, est destinée à de la publication scientifique, mais il y a la volonté d'être pertinent, puis d'être capable de revenir auprès de l'industrie avec des lignes directrices, des manières de faire. Moi, ce qui me ramène toujours là, c'est de penser à l'ingénieur qui est lui assis dans son bureau à travailler, puis comment l'amener à s'assurer de rester éthique et responsable dans son développement. Une chose, moi, que je crois beaucoup, c'est le code de déontologie là, en génie, entre autres, là, qui le do no harm là, est important, fait partie de la déontologie des ingénieurs et de s'assurer que de pouvoir les guider, de leur fournir dans cette optique-là, la deuxième partie de l'année de notre programme de recherche stratégique, on vient d'embaucher une collaboratrice, là, Sylvie Lachise, qui a beaucoup d'expérience dans l'industrie. C'est avec elle qu'on veut travailler pour prendre le résultat des 8 projets de recherche en cours, être capable de les traduire, être capable de les amener à l'industrie, puis s'assurer que ce qu'on a fait ne finisse que pas simplement là, dans des articles scientifiques, d'être capable d'arriver avec un livre blanc là, d'approche, de méthode, de manière d'envisager le développement algorithmique de manière responsable. Et je pense qu'on peut avoir un impact important là-dessus. Je dirais un deuxième volet très rapide. On travaille au Tech3Lab avec beaucoup d'organisations là, qui développent des outils en IA. Je pense à CAE, je pense à ServiceNow, là, qui sont les partenaires de recherche du laboratoire. Et je pense que l'autre chose là, que je suis très fier, c'est mes étudiants de doctorat, mes étudiants de maîtrise qui sont dans ces projets-là, qui apprennent avec nous ici à HEC
à faire de la recherche multidisciplinaire à l'intersection de la vie académique puis de l'industrie et de les former à réfléchir de manière responsable et éthique dans cette recherche-là. Et je pense que c'est un des rôles qu'on peut avoir, un des rôles les plus fondamentaux. Au-delà des lettres ouvertes, là, moi, je pense que c'est vraiment la formation de nos étudiants-chercheurs qu'on forme ici à travailler avec l'industrie, à réfléchir à des vraies problématiques. Puis, lorsque ces étudiants-là terminent, que ce soit dans le monde académique ou sur le marché du travail, qu'on développe chez eux cette déontologie du développement éthique. Merci beaucoup, Pierre Majoret. Je ne doute pas que vous allez avoir un énorme impact. Dès le début du projet, vous l'avez conçu pour que ça soit le cas. Donc, avec tous les moyens, toutes les connexions que vous avez aussi avec les milieux, la formation des étudiants. Donc, beaucoup de retombées découleront certainement de cette grande initiative. Merci. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec Xavier, qui est aussi impliqué dans cette grande initiative, mais qui a également d'autres projets parallèles. Mais c'est un super projet. D'ailleurs, je ne remercierai jamais assez Pierre Majoret d'avoir invité tout ce beau monde autour d'une grande table de projets de recherche. C'est vraiment c'est un très beau projet. Puis moi, je pense qu'on peut être très fier de ce qui a été accompli jusqu'à maintenant par le champ de recherche sur l'IA et le travail, là, en ce qui me concerne. C'est une recherche qui est nouvelle, naturellement, mais qui rapidement a eu des impacts assez tangibles en matière, là, je pense beaucoup à la conscientisation et la sensibilisation des milieux. Je pense qu'on en est là. Les organisations sont soucieuses de bien faire les choses. Il y a des ordres professionnels qui se saisissent de ces enjeux-là, des centrales syndicales. Là, on est rendu à une étape où je pense que ces regroupements-là, ces collectifs-là ont besoin d'outils plus concrets. Donc, mais rapidement, il y a eu aussi des cadres légaux, des politiques publiques qui se sont développées. Tout ça s'inspire beaucoup de la recherche. Si on regarde C27 au fédéral, la loi 25 au Québec, qui s'inspire beaucoup des travaux de recherche qui ont été faits, notamment en sciences sociales, mais aussi, bien sûr, en sciences des données. Je pense qu'on peut être très fier de ça. Puis, ce qui a le potentiel, je pense, de me rendre encore plus fier à moyen terme, là-dessus, je rejoins Pierre Majoret à 100%. Je pense que c'est du côté du développement des compétences de nos propres étudiants. On a un rôle privilégié et important comme enseignant-chercheur avec ce double chapeau-là, de transmettre et de communiquer les savoirs qu'on développe à nos étudiants. Les organisations nous disent beaucoup que les diplômés en gestion, les professionnels en gestion n'ont pas nécessairement les outils, les compétences pour bien gérer les enjeux humains de la transformation numérique. Et puis, je pense qu'il faut, c'est notre devoir de les outiller là-dessus. Et puis, c'est le rôle des établissements d'enseignement, mais je pense qu'il y a un rôle aussi, il y a des questions un peu plus sociales là, sur la façon dont on développe les compétences. Mais je pense que ça, c'est très important, puis ça donne de la valeur, beaucoup de sens à ce que je fais aussi. C'est beaucoup, Xavier. Ce que je trouve notamment intéressant dans ta réponse, c'est que tu déclines l'impact. Hein, l'impact, ça se décline avec différents volets. Hein, donc, l'impact au niveau des organisations dans le développement d'outils, notamment dans l'accompagnement aussi via nos recherches qu'on peut offrir, l'impact sur les politiques publiques, indirect ou direct qu'on peut avoir hein, sur les lois aussi, puis l'impact sur nos étudiants. Donc, sur les futurs professionnels, les futurs gestionnaires qu'on forme, puis qui vont changer les choses dans les organisations. Donc, merci beaucoup pour cette réponse très riche, Xavier. Koinush. So for me, the impact that we can have in terms of ethical and responsible AI is to increase awareness. So as the increase of awareness across the community of like AI researchers, as I said, I was AI researchers not really aware of it, right? So part of like the job that I'm doing is just like focusing on this kind of theory aspects and kind of publishing in that respect. But when I'm thinking about it, it's just going to influence an impact of the researchers that are working in this area, which is nice, right? So kind of increasing this awareness, kind of increase the number of people working on it. But at the same time, I think that's not going to be that more effective because did you lose me? Non, on t'a retrouvé, c'est bon. Yeah. Sorry.
We can also increase the awareness, kind of like targeting different groups that are not necessarily technical people, right? So like for the same reason, I actually proposed the course at HSM Montreal for Trustworthy ML, because I wanted to kind of like educate the next generation of the people who are working or going to the companies, etc. So we should be aware of like these issues. But if you're asking me like what I'm most proud of, I think the work that I did last year with UNESCO and UN Habitat. So you mentioned about the book that was published just like there was the launch happening last Monday. That Kate Crawford actually came to Montreal, and we have a debate with Joshua and Kate on it. So it was a launch of the book that we kind of like focusing on this kind of missing links of AI. So we had people kind of like contributing to the book on the topics that are less spoken, right? And the goal was kind of like making sure that we are giving them a spotlight, right? And these are the information that people should know about it. And the target of the book is the kind of general public that they can actually get kind of like get information about. It's not just the technical people. Also, the work that I did with UN Habitat last year. So the goal was kind of like coming up with like how AI can be used for development of cities. And then I, as a kind of like the person on that group, focused on the AI risks. So I actually developed like 50-page of the risk of AI in the whole kind of like pipeline of AI, the whole life cycle, from the beginning of it, like questioning like whether AI should be used as a tool to address that problem, to kind of like how you are making, for example, a team. Do you have the infrastructure? It's not just a technical aspect. And the target was city officials, that they have the power of like how to change it, how to incorporate AI for the development, and also kind of like are aware of the kind of a risk and the impacted individuals in their population. So this is the work that I'm very, very proud of. It's not something that I publish in the peer review journal, which kind of helped me in my promotion in my career. But this is something that I am very proud of, because I think the most impact that we can have as a researchers in this domain is kind of like awareness in general public. Bravo, Golnoush. Donc, tu mets l'accent sur la sensibilisation, la vulgarisation. C'est aussi ça notre travail de chercheur. Tu l'as fait via les initiatives que tu mentionnes, ton livre, bien évidemment. Donc, d'être capable d'attirer l'attention aussi, des fois, sur des aspects peut-être moins dominants, mais qui sont centrales pour s'assurer qu'on développe l'intelligence artificielle de façon qui est éthique et responsable. Merci beaucoup pour ton grand rôle de chercheur et de sensibilisatrice aussi. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions. On va se réserver, on va essayer de se réserver au moins 10 minutes. On n'aura pas le temps de prendre toutes les questions, mais on a j'ai une quatrième question dans le cadre du panel à poser. Je vais demander à nos panélistes d'être concis, mais c'est une question importante, surtout aujourd'hui, plus que jamais. Hein? Donc, ma dernière question concerne le futur proche, pas vraiment le futur, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, en fait, et aussi dans l'avenir, en vous basant sur votre expertise concernant les aspects humains et éthiques de l'IA. Qu'est-ce que vous recommanderiez ou que recommandez-vous aujourd'hui au gouvernement et aux organisations pour permettre à la société de continuer à bénéficier des innovations de l'intelligence artificielle, mais de le faire dans une approche responsable? Donc, pour cette dernière question, je vous demande des réponses brèves. Pierre Majoric, Xavier Golnoush. Pierre Majoric, on t'écoute. Réponse brève, moi je pense que la solution c'est puis on vient d'en parler, l'éducation puis la vulgarisation au grand public. C'est pas en cachant l'intelligence artificielle, c'est en s'assurant que comme société, on s'éduque à l'utiliser. On a un grand rôle, nous, dans le domaine universitaire. On a un grand rôle aussi à s'assurer, comme chercheur, de toujours s'assurer de comment amener notre recherche grand public. J'en profite pour vous inviter à un événement qui aura lieu le 10 mai prochain, qui est organisé avec l'ACFAS, une activité grand public, justement, pour utiliser l'ACFAS comme plateforme pour partager les résultats en grande première là, du programme de recherche stratégique d'Ivado. Je le ferai en collaboration avec mes collaborateurs Sylvain Sénécal, Joël Martineau, Futsekom, Nicolas Saunier et Patrick Charon de l'UQAM, pour être capable de partager des avancées un peu dans un mode TEDx ou d'arriver avec des éléments pour permettre au grand public d'avoir des discussions, je pense, éclairées, nuancées sur la question et amener tout un chacun là, à comprendre et être capable d'en débattre en société. Je pense que c'est ça notre rôle comme chercheur.
Je sais que je ne réponds pas à la question. Je n'ai pas de recommandation au gouvernement. Moi, j'ai une recommandation à tout le monde dans la société. Informez-vous, comprenez les tenants aboutissants de tout ça. Je pense que c'est important pour qu'on ait un débat de société éclairé. Ben, c'est déjà une très grande recommandation, très pertinente. Puis je pense qu'on sera nombreux à l'événement que vous organisez, Pierre Majoré, qui aura lieu, redis la date. Ça a lieu le 10 mai à 18h. Un grand amphithéâtre a été réservé, mais dépêchez-vous, les billets partent très rapidement. Donc, on espère que vous serez parmi nous là, pour cet échange. Un événement dans le cadre de la FAS, mais un événement gratuit, grand public. Grand public, c'est ça. Tout le monde est le bienvenu. Merci beaucoup, Pierre Majoré. Donc, on poursuit avec Xavier. Je m'étais noté 5 points en réponse à cette question-là, mais je ne les passerai pas tous. Je vais en garder 2, 3. D'abord, financement de la recherche. On veut plus de projets comme celui du Tech 3 Lab et d'Ivado avec Pierre Majoré et Sylvain. Financement de la recherche, c'est primordial. Sinon, je pense qu'il faut continuer les efforts en termes d'autorégulation et de régulation. Hein, ces deux aspects là, importants qui dépendent l'un de l'autre. En termes de régulation, il y a des avancées, mais les cadres légaux à l'international doivent être plus arrimés. L'IA, c'est un phénomène mondial. En ce moment, il y a des belles avancées légales, mais dans certaines parties du monde et pas ailleurs. Développement des compétences, on en a parlé, mais pour moi, c'est une des clés. C'est la clé pour éviter les inégalités face à l'IA. C'est la clé pour que l'explicabilité donne quelque chose. Hein. L'explicabilité, c'est un beau principe, très beau, mais si l'explication fournie, ben, les gens ne sont pas en mesure de la comprendre parce qu'ils n'ont pas la littératie minimale pour la saisir, ben, ça conduit à un cul-de-sac, voire même à une surcharge cognitive, donc développement des compétences. Puis oui, c'est le rôle des établissements d'enseignement, mais il y a une réflexion plus profonde derrière sur la façon dont on développe les compétences. On parle beaucoup du virage vers l'apprentissage tout au long de la vie, où les gens doivent se former au fur et à mesure que des évolutions technologiques, ben, ça devient de plus en plus immanquable. Puis je me permets une aparté hors de ma sphère de travail à moi. Pour moi, l'IA ne pourra jamais être responsable si elle n'est pas arrimée à l'urgence climatique. Puis d'après moi, c'est l'enjeu qui prédomine sur les autres. Oui, il y a des bénéfices potentiels formidables pour nous aider à s'adapter au changement climatique. Mais il y a aussi des risques. L'IA est extractiviste en matière d'énergie puis de ressources naturelles. Puis l'IA serait peut-être, selon certaines études, associée à une accélération du cycle de la croissance infinie où on consomme de plus en plus, on jette plus vite puis on consomme plus de ressources. C'est absolument pas la direction dans laquelle il faut aller. Il faudrait aller dans l'autre direction à grande vitesse. Donc, j'ai malheureusement pas la solution à ça. Quand on regarde la guerre commerciale dans laquelle on se situe, puis les enjeux de capitalisme autour de l'IA, la concentration du pouvoir, bon, la solution n'est pas évidente, mais je pense qu'il va falloir à un certain moment avoir ce virage-là. Un point extrêmement important, Xavier, hein, comment on peut mettre l'intelligence artificielle au service de ces grands enjeux de société, en étant vigilant sur les impacts parfois négatifs que ça peut également entraîner. Merci beaucoup, Xavier. Très bonne piste de réflexion concrète. Gulnouch. I think the AI regulation has been already addressed. I don't want to repeat it. Obviously, we do need AI regulations in order for the companies to have some consequences of if they are not making the ethical decisions. So I'm not repeating that, but I want to also mention that government should be responsible of this awareness that I'm talking about, for the general public, and kind of increasing this education in terms of students, also general public about these issues. They would have the demand, right? And then I am just hoping that we can fasten the way that we are going towards the regulations. But also I want to increase this aspect of we should be open about new ways of regulating AI. It should not be the classic way of that the regulation was working. So something I advocate about it is the auditing aspect that we can work on for the companies, right? Because in my line of work, when we are talking about fairness or harms, for now, it still is very a question is still in the community that we don't know how to measure it, right? It's very, very unknown, right? And that's why
expecting the government coming up with the regulations to enforce it, I think is kind of like the wrong expectations, right? That's why kind of like advocating for like the auditors, the kind of small companies that they can actually work within the field for the companies, and they can coming up with some sort of a standards, right? And we actually need it in our field, right? Very similar to what we have in food industry or medical domain, right? That we have different standards, kind of opening the space, right? To come up with different companies, different people to coming up with these standards for the AI. And then I think we can go with the one level up for having the regulations, right? So I think that's something that I'm advocating for the governments, but also we have to be careful about like how we are kind of like now generating AI. Currently generating of AI is very focused in North America in very certain companies. So it's kind of increasing this kind of power dynamics that we are going to see in the future in different countries, kind of collaborating with different governments in different places in the world that to make sure that like the future we are going to have more inclusive and democratic AI system than just what we are currently facing now in terms of the power. So that's what I'm advocating for, kind of like my demand. Merci beaucoup, Golnoush. Puis tu l'as introduit au départ, puis la sensibilisation, comment sans être toujours dans l'attente de régulation plus globale aussi, d'amener une sensibilisation dans la population. Puis ultérieurement, les pressions vont être exercées pour se doter aussi d'un cadre législatif là, qui pourra nous aider à encadrer ce développement puis l'application de l'IA. Merci beaucoup, Golnoush. Je peux ajouter une dernière chose? Bien sûr. Une autre façon d'en savoir plus, c'est de venir participer à des expériences au Tech3 Lab. On mène des expériences sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je vous invite, on a le panel.hec.ca. Inscrivez-vous, il y a toujours plein d'expériences qui roulent et ça peut être une bonne façon de venir découvrir du côté de la science comment on fait pour comprendre ces phénomènes. Tout à fait. Oui, très, très bon point, Pierre Majorin, que de l'expérimenter aussi avec les chercheurs. Tout à fait, contribuer à ce développement de connaissances. Il nous reste peu de temps, mais on a le temps de prendre une ou deux questions. D'entrée de jeu, je peux vous signaler que les 3 panélistes ont accepté, après le midi de la recherche qui doit prendre fin à 13 heures, si vous le souhaitez, de recevoir, vous pourrez leur envoyer des questions par courriel pour avoir des occasions d'échange. Mais on a quand même l'occasion de prendre une ou deux questions aujourd'hui. Sandra, je te laisse regarder la fenêtre de clavardage. Parfait. Donc, il y a une question de Bernard Bizimana qui demande quelles sont en fait quelques pistes de réflexion que vous avez sur le chat GPT et l'enseignement. Oh, bonne question. Qui veut briser la glace ou se sent inspiré? Je suis sûre que vous êtes tous inspirés. Bon, qui veut briser la glace? Pierre Majorin, oui. Un des éléments, je pense, que la politique HEC a mis en place finalement de pas faire semblant que ça n'existe pas, d'amener nos gestionnaires, nos futurs professionnels à bien comprendre et à bien l'utiliser. Une des compétences là, qui ne va pas disparaître demain matin, là, qu'on doit trouver une façon à travers notre programme de formation d'amener nos jeunes professionnels à le mobiliser. En anglais, on appelle ça du prompt engineering, c'est d'être capable de bien communiquer avec le robot pour que le robot te retourne de l'information pertinente. Et ça, c'est pas simple. Pour ceux qui ont peut-être utilisé certains de ces robots-là, on parle de ChatGPT, mais aussi Midjourney, puis autres outils de génératifs. C'est intéressant de réfléchir à comment on peut amener le professionnel à construire cette compétence-là, parce que ces robots-là s'en vont pas nulle part. Là. Absolument. Merci, Pierre Majorin. Est-ce que Xavier ou Golnoush, vous voulez ajouter un point sur cette réponse en lien avec la question de Bernard? It's a sensitive topic. So what I think about the kind of like the using ChatGPT in education, I think there are debates about it, like, and kind of where I'm coming from. I think like we should not really think of ChatGPT as a kind of like the tool that can kind of help the students to cheat, right? If that's a scenario, I think we have to change the way that we are evaluating the students. So that part of it, I think like ChatGPT can be used as a helper for the student, and that's not the issue. For me, the issue of the ChatGPT is that currently like this system, like ChatGPT in particular, is that they don't have this kind of like model of the word, right? So they are easily can kind of
spread misinformation, right? And that's kind of like issue for me. Like if the students are going to use ChatGPT and they're only relying on ChatGPT to kind of extract information, currently it's not obvious like what kind of information they can get. Is it true or false, right? And ChatGPT, whatever question you're asking, they were going to answer with high confidence, right? And I think that's kind of like for me an issue of using this tool for education, and not necessarily the part about like the cheating or like how students can actually use it in order to coming up with better surveys, etc. I think using AI as a tool to help, I think that's the purpose. But using AI as a kind of like source of information, I think that should be avoided. Oui, conserver son esprit critique aussi, hein, c'est notre rôle de sensibiliser. C'est là pour rester, mais c'est aussi notre rôle d'amener les étudiants à conserver leur esprit critique et leur créativité. Merci, Gulnush. Xavier, est-ce que tu veux ajouter un élément? Ben, oui, rapidement, je suis entièrement d'accord avec mes deux collègues. Je pense qu'il faut apprendre aux étudiants à utiliser ChatGPT. On ne peut pas être en mode réactionnaire. Je veux dire, ChatGPT est là et a un potentiel énorme d'aider à développer toutes sortes de compétences puis d'amener l'éducation plus loin. Cela dit, moi, j'ai comme un doute personnellement à adhérer trop vite au postulat selon lequel on pourrait... Quand ChatGPT est en mesure de faire quelque chose, on n'a plus besoin d'apprendre cette compétence-là. Puis on voit beaucoup l'analogie avec la calculatrice. Moi, je suis content d'avoir appris à compter. Puis oui, la calculatrice est meilleure que moi, mais des fois, c'est pratique de savoir compter. Oui. Donc, le jour où on a accepté que ChatGPT, c'est meilleur que nous, meilleur que l'humain, quelque chose, c'est que ça devient des compétences que l'on n'a plus besoin de développer chez les étudiants. Ben, je trouve que c'est un peu dangereux. Cela dit, est-ce qu'on peut utiliser les IA génératives pour développer d'autres compétences, puis apprendre des gens à réagir, puis à critiquer, puis à s'approprier, puis à compléter ou à bonifier les outputs des IA génératives? Oui, tout à fait. Merci, j'aime ton analogie avec la calculatrice. Donc, faut garder en tête qu'on a toujours besoin les compétences demeurent importantes à développer. On ne peut pas tout déléguer. Merci beaucoup, Xavier. Le temps file, mais je lirai une dernière question, Sandra, puis peut-être une réponse là, de l'un ou l'autre de nos panélistes, puis on devra mettre fin à notre midi de la recherche. D'accord. Alors, William Saint-Fleur pose la question suivante. Que pensez-vous du moratoire de 6 mois sur les recherches en IA demandées par de nombreux experts de la technologie? Est-ce nécessaire pour fixer les règles du jeu? Okay. Ce que vous voulez savoir, c'est pourquoi Xavier a signé la lettre et pourquoi Gulnush n'a pas signé la lettre. C'est ça la vraie question. Et pourquoi Pierre Majoric n'a pas signé non plus? Moi non plus, je n'ai pas signé. D'accord. À qui un argument, peut-être? Pierre Majoric, comme tu as ouvert là. Ah non, c'est Xavier en premier. Xavier, est-ce que Xavier, tu veux nous donner un élément de réponse rapidement? Xavier, est-ce qu'il nous a quittés? Parce que ça a été interrompu. Alors. Non! Il va falloir nous réinviter pour en parler. Alors, Pierre Majoric. Non, Gulnush. I can answer, no problem. So what I think about it, the letter itself, I think the purpose of the letter, if you're asking about that letter in particular, I don't think there are good intention behind it. So to some degree, I agree that we need to coming up with the new regulations, and government should work faster towards that, right? The problem that I have with that particular letter, and I didn't sign it, is that first of all, I think it's kind of like hype. So the letter is just talking about that, like there is no concrete plan. Like what is going to happen in that 6 months, right? Are we going to find a solution of like the ethics and responsible AI, how to develop a better responsible AI systems? I don't think that's going to happen in 6 months. So what is going to be the purpose of that 6 months? First of all, it's going to be like a government's kind of like have the time to work about it and kind of think about it. We already have ChatGPT-4, right? And all the harm that we are discussing now is actually happening in ChatGPT-4. So I don't think that the problem of like making a more powerful or stronger AI system is the issue, right? The issue is currently like we are facing it. So that's why kind of like I'm not agree with that's kind of a letter, and the way that is formulating it is kind of like a misinformation to me, like that we are going to build a more powerful
that's the case, but it's not the near future. What is happening currently, the harm that I'm talking about and I'm working on it, is the harm that we are facing currently with the development of the ML system and AI system that we already have, right? I think the plan should be kind of focusing on how to make the current AI system better. And for me, it's kind of a hype. It's kind of some sort of advertisements and kind of like, yeah. So that's why I don't. Merci. Puis, c'est très intéressant ce que tu dis, Golnoush. Puis, au final, c'est qu'on la signe ou non, cette initiative-là fait beaucoup réfléchir. Ouais, ouais. Donc, et c'est le but derrière tout ça aussi. Donc, merci pour ta réponse pleine de nuances, Golnoush. Le temps du Midi de la recherche est maintenant écoulé. Donc, je veux vraiment vous remercier tous les trois, Xavier, Golnoush, Pierre Majorec, pour votre temps ce midi, votre pertinence, la qualité de nos échanges. Je veux remercier tout le monde qui est ici aujourd'hui, qui est venu écouter ce débat d'actualité très important. Merci à mon équipe, Sandra, et le reste de mon équipe pour l'organisation de l'événement. Donc, notre prochain Midi de la recherche sera sur le thème de l'entrepreneuriat. On va recevoir une invitation prochainement. Donc, bon après-midi à tous et à toutes, puis au plaisir de continuer à échanger sur cette thématique importante. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, Caroline. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci, au revoir.